Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Au cours de la célébration le 15 août dernier du 75e anniversaire du débarquement de Provence, le président de la République française Emmanuel Macron a invité les maires des communes françaises à baptiser les rues et places des localités qu'il dirige au nom des soldats africains. Il s'agit pour le chef d'État français de saluer la mémoire des soldats africains ayant pris part à la Seconde Guerre mondiale aux côtés de la France, et précisément ceux qui ont été du débarquement de Provence. Si en France, cette sortie d'Emmanuel Macron fait polémique, notamment pour ce qui est des enjeux ou encore de l'opportunité, eh bien en Afrique, la question est surtout celle de savoir ce que les Africains ont fait des combattants africains en Afrique et même de tous les autres héros des grandes batailles sur le continent noir. Cette question sera décryptée dans le cadre de cette émission 237 débat qui reçoit ce mercredi le professeur Albert Dikoumé. Professeur, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour parler de cette page de l'histoire de l'Afrique. Parce que même si le débarquement s'est fait en Provence, beaucoup d'Africains ont perdu leur vie au cours de ce débarquement. Et c'est pour ça que ce problème concerne l'Afrique au premier chef. Merci professeur Albert Dikoumé d'être venu. Vous êtes historien, c'est vrai que vous vous intéressez beaucoup à l'histoire économique. Je dois également préciser que vous êtes responsable d'un établissement d'enseignement supérieur, l'Institut supérieur des professeurs réunis. Mais c'est davantage en tant qu'historien que vous êtes invité sur ce plateau de 237 débats. Sur plateau également, le prince Koumba Ndoumbe III, bonsoir. Bonsoir, Dieu Fangwa. Merci infiniment d'être venu. Mais quand il y a débat et que je peux, je suis présent. Surtout lorsqu'il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que c'est en 1974 que j'ai été coopté comme membre du comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, sous Henri Michel à l'époque. Donc c'est une question qui me concerne et j'ai beaucoup publié là-dessus. Et au-delà, vous êtes également promoteur de la Fondation Afrique Avenir qui a lancé une initiative depuis quelque temps dans le sens de la valorisation des héros et de la mémoire collective. Mais oui, mais on est obligé de faire, on ne peut pas attendre les États. Et c'est pour ça que mardi prochain, nous allons mettre à l'honneur, puisque c'est le 28 août, et tous les 28 août, on essaye de mettre en l'honneur les résistants camerounais. Et cette à semaine, partir de Lok Priso. Et cette fois-ci, on a choisi le chef Evina Minko, un boulot de Azem, qui me fascine parce qu'il a été capable de mobiliser 14 000 soldats contre l'armée allemande. Je ne dis pas 4 000, 14 000. Et ça, ce sont les documents allemands qui le disent. Mais les historiens camerounais ne le connaissent pas parce que les documents sont en allemand. Bon, on pourra en débattre. Et mercredi, on va donc faire un grand rituel au mausolée de Lok Priso pour honorer Evina Minko, qui a suivi donc aussi l'exemple que Kouma Mbappé a, c'est-à-dire Lok Priso a initié le 28 août 1884. Voilà, vous êtes donc Prince Bounabélé, justement, et j'aime bien vous présenter comme étant le petit-fils de Kouma Mbappé, qui est l'une des figures emblématiques de la lutte contre la pénétration allemande au Cameroun. C'est ça. Sur le plateau également, le professeur Emmanuel Tunchwa, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi de venir discuter, partager avec des collègues historiens sur les enjeux de l'histoire du Cameroun, de Douala et de l'Afrique. Vous avez la parole, vous la gardez, professeur Tunchwa. On parle donc de cette commémoration, le 75e anniversaire du débarquement de Provence. Ça a été célébré le 15 août dernier. Le président Emmanuel Macron présidait donc cette cérémonie avec à ses côtés d'autres chefs d'État. On a vu notamment l'ex-président français Nicolas Sarkozy et deux autres chefs d'État africains, notamment le président Condé ou encore le président Alassane Ouattara. Alors, quelle est la signification
de cette commémoration, notamment lorsqu'on parle de débarquement de Provence? Ça renvoie à quoi? Ça doit avoir un intérêt particulier pour les Français, non? Oui, il faut dire qu'il y a eu plusieurs débarquements. Débarquement de Normandie, débarquement de Provence. Au début de la guerre, la France est battue. Donc, il n'y a pas... La guerre se passe... ne se passe plus... Les Allemands ont conquis la France. Donc, pour battre les Allemands, il fallait avoir un pied à terre en France. Donc, les différents débarquements consistaient à ramener les troupes alliées sur le territoire français. Et donc, ils ont tout un armada de troupes a été mobilisé d'abord en Normandie, puis en France, en Provence. Et donc, ils célèbrent les 75 ans. Mais moi, ce n'est pas un problème. Et donc, l'enjeu ici, c'est que chaque chef d'État français ritualise cet événement pour se positionner sur l'espace politique. C'est-à-dire que la mémoire de cet événement majeur dans l'histoire de la France est récupérée pour que bâtir soit une conscience, une image politique. Mais est-ce que ce débarquement de Provence n'a pas une signification particulière pour les Africains? J'en arrive. Tous les débarquements ont une signification. Qu'est-ce qui se passe? Pour savoir la signification, il faut savoir d'abord ce qui s'est passé. Oui. C'est-à-dire qu'en 1939-40, on a récupéré des gens au Cameroun, la plupart par le travail forcé, c'est-à-dire qu'on les a forcés à aller en guerre. On n'a pas demandé leur avis. On les a pourtant appelés des volontaires. Oui, mais j'explique. Le traité de la SDN interdisait à la France de lever des troupes. Donc pour contourner, parce qu'ils ont attaqué l'Allemagne parce que l'Allemagne a violé les traités internationaux. Donc la France ne pouvait pas violer aussi les traités internationaux. Pour contourner, on a dit volontaires. Mais ce n'était pas des volontaires. Je vous donne deux exemples. Vous connaissez James Ebumbu, fils de père de docteur Ebumbu. Lui, il était allé au lycée, là, technique quelque part là. On les a mis en troupe, on a dit maintenant ils sont devenus volontaires. Ils sont venus en classe. Et subitement, les soirs sont devenus, la terre rasée est devenue militaire. Donc, il y a énormément de gens qui se sont retrouvés contraints d'aller en guerre. Ça signifie que quoi? Ça signifie que la plupart des gens qui sont allés ont été des gens forcés. On s'attendrait en tant qu'Africains qu'à la fin, aujourd'hui, là, que la France reconnaisse d'avoir forcé des gens à aller en guerre et de payer des réparations. Comment ils ont fait pour ceux qui... L'Allemagne a payé pour ceux qui sont allés travailler forcés en Allemagne après la guerre. Pourquoi n'est pas fait pour nous? Et puis que ça, n'est-ce pas? Puis que ça, prenez même toutes les étapes. Quand les gars, beaucoup sont morts d'abord. Ils arrivent, à la fin de la bataille, qu'est-ce qui se passe? On décide de noircir les troupes, de blanchir les troupes. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que les troupes qui arrivent à Paris soient remplies de noirs. On les a précipitamment envoyés en Afrique sans payer les dus. C'est pour ça qu'il y a eu Tiaroy. C'est-à-dire qu'on a renvoyé des troupes en Afrique sans rien payer. Et quand ils ont vu ce reportage, on les a tirés dessus. Ceux qui sont arrivés au Cameroun, à Douala, on les a déshabillés complètement parce qu'il ne fallait pas que les Noirs défilent dans la ville avec des... Donc, c'est une histoire de brimade, de souffrance. Pour nous, il n'y a pas de jubilé à faire. Il y a un contentieux, un contentieux historique à lever. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, Prince Kouma Ndoumbe III, sur cette question-là, lorsqu'on écoute les discours des hommes politiques français, si on reste sur le cas de Macron, et en insistant davantage sur la sortie qu'il a faite à l'occasion de ce 75e anniversaire du débarquement de Provence, il dit, entre autres, que il était bien qu'il soit aux côtés de ces combattants français. Il a également précisé dans une autre sortie qu'il faut que ces combattants soient honorés à juste titre par leurs camarades de l'époque, parce que de son point de vue, ces combattants africains n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifiait. Est-ce que c'est une façon de reconnaître implicitement que la France doit beaucoup à ces combattants africains? Vous savez, la France n'a pas commencé à mettre des Africains en guerre en Europe avec la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont déjà commencé à prendre les Africains, à impliquer les Africains à la Première Guerre mondiale. Et je me rappelle la phrase des Allemands qui disent « ça c'est la honte noire ». Comment ça se fait que les Français vont prendre des Noirs pour les impliquer dans un conflit européen, sur la terre européenne? Les gens l'ont civilisé. Les gens l'ont civilisé. Et qui crient « les Noirs occupent, surveillent la maison de Goethe ». Parce que c'est les troupes noires qui... Donc, vous comprenez, ça c'est... Mais alors, le problème et je crois que ça, il faut le dire, De Gaulle, n'est-ce pas, qui est le grand De Gaulle, que nous avons des avenues de Gaulle ici.
en automne 1944, quand les troupes venaient donc du front, avec les Noirs qu'on avait mis au front pour la libération de Paris. Quand ils entrent à Paris, qu'est-ce que De Gaulle fait? Il dit il faut blanchir l'armée. Et les soldats noirs, qui étaient donc les vaillants au front, qui étaient donc devant, il a dit qu'il faut qu'ils aillent derrière, pour que ce soit les Blancs qui entrent donc comme les libérateurs de Paris. Moi, j'étais au colloque de la libération de la France, en 1974 à Paris. Et j'ai dit, mais ça dit que, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Et je vais encore aller plus loin. 74 ans, c'est pas 74 ans, 75 ans. 75 ans. Seulement qu'on reconnaît que ces Noirs-là, c'est-à-dire que ces Noirs qui ont été vaillants. Vous avez par exemple l'exemple du capitaine. Mais il semble que c'est devenu pratiquement un rituel depuis quelque temps. Chaque fois à cette occasion-là, on revient sur la contribution des Africains. Mais on revient, mais parce qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait. On les a reconnus où? Le capitaine Charles Nchorere, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui a été exécuté par les Allemands et qui dirigeait une troupe mixte, c'est-à-dire mélangée de noirs et de blancs. Quand vous allez là-bas en France, là, vous voyez qu'il est honoré où? Vraiment. Donc, mais attention, nous sommes à Douala, non? Hein? Comment il s'appelle là? Philippe de Haute-Cloque, Leclerc, il fait quoi ici à Douala? Non, il faut arrêter, c'est-à-dire il faut arrêter d'agresser les populations tous les jours, les populations africaines. Pourquoi est-ce qu'il a fait quoi ici? Pourquoi on ne met pas, si on veut maintenant célébrer, pourquoi on ne met pas Eboué? Eboué qui, lui, c'était excusez-moi, c'était lui qui était le grand, qui a même permis à Leclerc de faire le travail qu'il a fait. Sur cette question, justement, il faut rappeler qu'il y a un activiste du nom de André Blaise Essama, qui justement est très préoccupé par cette question-là, et qui à chaque occasion ne s'est pas gêné de déboulonner la statue de Leclerc. S'il vous plaît. Et vous savez exactement ce qui lui arrive. Oui, mais chaque fois il est interpellé. Je dis et puis jugé que même les juges, voilà. Les juges doivent retourner à l'école de l'histoire africaine. Et je le dis avec beaucoup de sérieux. Je dis bien que moi, je suis membre du comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale depuis 1974. Et j'étais le premier noir. Donc il ne faut pas que... C'est-à-dire que même au niveau de la justice, on apprend quoi ça dans nos écoles là? On n'apprend pas grand-chose sur nous-mêmes. Donc ça fait qu'on arrive donc à des choses... Il ne faut plus agresser les Africains chez eux. Alors, sur cette question-là, professeur Albert Dikoumé, Emmanuel Macron fait une déclaration dans le sens d'inviter les maires français à baptiser les rues et places de leur commune au nom des soldats africains. Est-ce que, au-delà de la dimension politique que peut revêtir une telle déclaration, il n'y a pas un filigrane, une volonté réelle d'attachement à l'histoire et à la valorisation de la mémoire? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire qu'il faudrait que la France reconnaisse de manière solennelle tout ce qu'elle a provoqué en Afrique. Qu'elle reconnaisse qu'elle a, comme le disait le professeur Tchoumtua tout à l'heure, dérobé à l'Afrique ces jeunes gens les plus vaillants pour les amener en Europe se battre contre les Allemands. Et pour qui? Et jusqu'ici, on célèbre ces batailles de province qui ont duré une vingtaine de jours. Et les Africains qui venaient d'Afrique du Nord, qui venaient d'Afrique noire, d'Afrique occidentale, de l'AEF, n'est-ce pas? Et il y avait également des gens qui venaient d'Asie, ont perdu beaucoup d'hommes au cours de ces batailles. Donc, cette bataille a été célébrée par les présidents successifs qui ont chaque fois invité des chefs d'État africains, et cette fois-ci, ils en ont invité 2. Et
lorsque le président français demande aux maires français d'honorer ces combattants anonymes, parce que c'est ça, ils sont tombés pour la France. Je ne sais pas quels sont les critères qui vont présider à ce choix. Est-ce qu'on va tirer ces morts au sort? Mais avant cela, il faut que la France reconnaisse ce qu'elle a fait, par exemple, à Tiaron. Est-ce qu'elle n'est pas en train de reconnaître implicitement, justement? Non, il ne faut pas le reconnaître implicitement. Il faut le dire. Il faut dire mea culpa. Il faut battre sa poulpe. Reconnaître qu'on a piétiné la dignité des Africains. Il faut le reconnaître d'abord. Avant de rendre cet hommage, d'ailleurs cet hommage n'a pas seulement été rendu aux combattants africains, cet hommage a été également rendu aux femmes qui ont pris part à la bataille de Normandie, a été aussi rendu à l'esprit de résistance des Français. Donc ce n'est pas un hommage exclusif, réservé seulement aux Africains. Bon, je disais, quels sont les critères de choix? Quel est le profil des soldats africains qui seront honorés? Est-ce qu'on va procéder comme le demandait quelqu'un, un tirage au sort? Est-ce qu'il s'agit ici d'une discrimination positive? C'est-à-dire que n'oublions pas qu'il y a aussi des soldats anonymes français qui sont tombés. Nulle part en France, vous ne trouverez les noms de ces soldats anonymes dans une rue. Il faut le reconnaître. Ce sont souvent les chefs qui sont mis en honneur, mais les soldats non. Ces soldats africains ont souvent été enterrés dans des fosses communes. Est-ce qu'on va les exhumer de ces fosses communes pour leur réserver une sépulture plus digne? Professeur Emmanuel, tu me dis, lorsqu'on écoute le professeur Léon Dicomé, on peut avoir le sentiment qu'il y a comme une sorte de réticence ou qu'il y a, je veux dire que ce n'est pas suffisamment profond. Pourtant, en parcourant peut-être l'histoire des rapports entre la France et l'Afrique, il y a quand même eu des cas où on a eu le sentiment que la France a fait une sorte d'aggiornamento. Il y a le cas de l'Algérie. Il y a peut-être aussi le cas du Rwanda. J'en reviens. Oui. On ne peut pas parler de ce conflit de mémoire sans savoir ce qui s'est passé exactement. Vous savez qu'après la guerre, les survivants n'ont jamais eu leur paye exactement comme ceux des Français. C'est-à-dire qu'on payait les Africains des menus frétins, alors que les soldats français étaient plus... C'est-à-dire que deux personnes qui sont à la même guerre, que l'un soit français, l'autre camerounais, ou blanc ou noir, étaient payés du simple au multiple par 10. Donc, c'est une injustice grave. Donc, comment peut-on vouloir aujourd'hui consacrer la reconnaissance de la France vis-à-vis de ces soldats-là sans réparer cette injustice? Et s'ils sont déjà morts, ils sont leurs descendants, ils ont leurs enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu poses cette question? En fait, à mon avis, je ne m'intéresse pas à la France. Je m'intéresse aux pays africains. L'histoire aussi, c'est un rapport de force. Oui, combien de pays africains ont consacré leur temps à dire ce qui s'est passé? Oui, ça c'est dans la deuxième partie de l'émission. Oui. Ici, sur cet aspect précis, professeur, quand vous dites qu'il faut, je veux dire quoi, de votre point de vue, ça veut dire qu'il y a un problème. Un problème énorme. Alors, ce problème, il faut le régler comment? Il faut le régler d'abord, il faut restituer ce qui s'est passé. Il y a tout un long débat aujourd'hui en France sur l'esclavage. Des Africains ont fait pression. Une ville comme Bordeaux vient d'instaurer une commission pour Bordeaux, Port-Négrier, pour restituer les rues. Donc, la pression de la diaspora noire a fait que la ville commence à réfléchir sur son passé. Donc, il faut d'abord savoir ce qui s'est passé. Et on peut même savoir, on a la liste des soldats partis du Cameroun, on peut les restituer dans les archives. On sait ce qui s'est passé. Et on voit comment réparer ce qui s'est passé. Au moins pour les descendants, on n'a pas besoin, les gens n'ont pas besoin de rue, ils ont besoin de reconnaissance de l'injustice qui a été causée.
La France, et je te dis que l'Allemagne l'a fait vis-à-vis des travailleurs forcés qu'ils ont été contraints de ramasser en France pour aller travailler en Allemagne. Et pour moi, les soldats partis forcés en guerre, c'est la même chose. Mais alors, parce que l'autre est blanc, l'autre est noir, c'est pas la même chose, le peuple le même jugement. Alors, Prince Koumandouvé III, le sentiment qu'on peut avoir en écoutant le professeur Emmanuel Tunchoua, c'est qu'en fait, il s'agit de faire vraiment le deuil. On va faire ça quand les Africains eux-mêmes, ça ne nous préoccupe pas. Parce que les États africains, est-ce que vraiment, c'est-à-dire quand vous allez... Est-ce que vous voyez qu'il y a un vrai débat? Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure au professeur qu'on revient là-dessus dans la deuxième partie pour voir ce que nous-mêmes nous faisons de nos propres héros. Oui, mais d'abord sur cette question-ci, qu'est-ce qu'il faut attendre précisément de la France au-delà de cette déclaration comme celle que le président Macron fait? Moi, je ne me limite pas à la France. Oui. L'Europe, les Européens, ils ont utilisé toujours les Africains pour asseoir leur pouvoir en Afrique. On a vu ça, c'est-à-dire la conquête coloniale déjà. Qui a fait la conquête coloniale? Vous avez quelques officiers blancs, mais c'est les Noirs. C'était les troupes noires. Bon, ensuite, Première Guerre mondiale. Toutes ces troupes noires, Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était pour qui? C'était pour qu'on consolide le pouvoir du maître colonial. C'est-à-dire qu'à la rigueur, il faut se demander, ces héros-là, ce sont des héros d'Afrique ou ce sont les héros du maître colonial? Parce qu'ils se battaient pour qui? Ils ne se battaient pas pour la libération de l'Afrique. Que ce soit pendant la conquête coloniale, Première ou Deuxième Guerre mondiale. La libération de la France, ce n'était pas la libération de l'Afrique. La libération de la France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour asseoir le pouvoir colonial de la France. Donc, c'est pour ça que je dis que ces héros-là, même noirs, c'était les héros pour qui? Pour l'Europe, c'est-à-dire le maître colonial, ou pour les Africains? Et ça, il faut ouvrir le débat. Cette polémique en France, professeur Albert Ducoumet, c'est de la poudre aux yeux sur l'opportunité, les enjeux de cette sortie de Macron. Pour vous, ça n'a pas d'intérêt? C'est juste une sorte d'animation d'espace politique en France ou ça a une signification particulière? Bon, je crois qu'il y a derrière tout cela une intention politique. Bon, les élections ne sont plus éloignées. Parmi ceux qui votent en France, il y a de nombreux Africains ou bien des Français d'origine africaine. Et leur voix compte. Et Macron, je crois qu'il a commencé sa campagne électorale. Il a commencé, et il a commencé dans une conjoncture assez difficile pour lui. Vous savez, l'extrême droite est en forte progression en France. Et cette extrême droite qui est en forte progression peut progresser encore plus. Et Macron, en demandant aux maires de la France de donner des noms d'Africains à certaines rues des cités françaises, peut provoquer une espèce de levée de bouclier de la part de la droite française. Et il aura beau jeu de dire, vous voyez, jusqu'où ces gens vont. Donc, Macron, qui est quelque peu en perte de vitesse, sur le plan de sa popularité, il n'est plus aussi populaire qu'au début, cherche à se remettre sur sa monture. Et donc, de votre point de vue, cette affinité qui semble développer, ou cet amour entre griffes qui semble développer pour l'Afrique, pour vous, c'est une institution de façade? Non, les Français, n'est-ce pas? Tous ces chefs français qui sont passés n'ont jamais eu beaucoup de considération pour ces soldats africains qui leur ont servi tout simplement de chair à canon. Leur rôle était de sauver la France, cette armée de Provence
qui devait remonter vers le nord et rencontrer l'armée de Normandie, était là pour sauver la France. Mais comme l'a dit le prince Kouma Ndoumbe tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la victoire, on s'est senti qu'elle était en vue, ces gens étaient au front, on les a ramenés vers l'arrière, on les a déshabillés. Et on a donné leurs vêtements aux maquisards, à ceux qui faisaient partie de la résistance, pour que ceux-là entrent en tant que vainqueurs. Mais c'est ignoble. Ce sont des choses qu'on a couvertes d'un voile jusqu'à présent. Et je parle toujours de la dignité de ces hommes. Qu'est-ce qu'on a fait de la dignité de ces hommes? Et revenu en Afrique, au lendemain de la bataille de Provence, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, de ceux qui étaient les prisonniers des Allemands, on les a embarqués rapidement vers l'Afrique, sans pouvoir leur payer leurs soldes, sans pouvoir leur payer leurs arriérés. Si la France doit réparer, elle doit réparer pour ceux qui ont été spoliés, qui sont rentrés en Afrique sans leurs soldes. Pour ceux qui n'ont pas été traités de la même manière que les anciens combattants français de souche, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont été tués à Thiaroye. Vous connaissez cet événement? Ou à Douala en 45, c'est en 45. À Thiaroye, ces gens qui réclamaient leurs soldes et qui ont été exécutés. Les chiffres français donnent 35 morts. Ils sont montés maintenant à 70. Mais il y a des recherches qui ont été faites. Malheureusement, il y a encore un certain nombre de documents secrets auxquels on n'a pas eu accès, qui donnent 300 morts. Hein? Alors, il faut d'abord reconnaître tout ceci avant de prétendre vouloir donner des noms au lieu de la France. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de Français n'accepteront pas qu'on donne des noms de combattants français à leur rue. Africains. De combattants africains à leur rue. Je veux quand même ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Il presse comme Tous ces... On renvoie maintenant ces Africains chez eux, qui viennent de libérer la France. Oui. Ils rentrent chez eux comme quoi? Comme colonisés. Et on leur fait comprendre tout de suite dès qu'ils descendent. Ils viennent de libérer la France. Ils sont morts pour la France, les autres. Et ceux qui sont donc rentrés comme des survivants, ils ne rentrent pas comme des gens maintenant. Des héros. Des héros qui ont libéré. Ils sont dans leur situation, ils retournent dans leur situation coloniale. Ces gens n'ont jamais été réhabilités. Jamais été réhabilités. Oui, mais ils n'ont jamais été réhabilités. Comme celui auquel vous appartenez, Prince Kouma Ndoumbe Toro, est-ce que cela ne pourrait pas servir de plateforme d'échange, de discussion pour poser ces problématiques-là et suggérer des solutions dans le sens de la revalorisation ou, si vous voulez, de la réhabilitation des mémoires de ces personnes-là? Moi, c'est les Africains qui doivent prendre leurs problèmes en charge. Vraiment. Il ne faut pas attendre que Macron fasse une déclaration pour qu'on commence à discuter ici. Ça, c'est la responsabilité des États africains. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est-à-dire que le citoyen africain camerounais ne peut pas continuer à vivre avec une mémoire effacée. Amnésique. Professeur Marie Tumtua, certains vous diront, ceux qui sont peut-être les plus modérés, vous indiqueront qu'il y a comme une sorte d'évolution quand même dans la façon d'observer. Lorsqu'on écoute le discours du général de Gaulle en août 1945 sous l'Arc de Triomphe, au moment justement de l'entrée à Paris, ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Lorsqu'il parle de la France, de la vraie France, de la France qui se bat, la France éternelle. Voilà. Alors, on ne voit pas, je veux dire qu'à ce niveau-là, on ne voit pas où apparaissent les Africains. Mais aujourd'hui, ces Africains commencent à rentrer dans le discours. Est-ce que ce n'est pas effectivement une preuve que ça évolue et qu'il faut être optimiste pour l'avenir par rapport à
réhabilitation de ces héros-là? Moi, je ne sais pas s'il faut être... C'est pas un problème d'optimisme ou pas d'optimisme. Sur ce discours, depuis de 15 minutes, il a consacré combien de temps à l'Afrique? Même pas 2. Nous, et puis on discute là pour peut-être 2 minutes et demie de discours. Le reste c'était sur... regardez un peu. Ça, c'est la première chose. Hein. Donc, ce discours n'était pas consacré à l'Afrique. C'était consacré à la France. Il s'adressait aux Français. Et accessoirement, pour que son électorat, il a parlé de l'Afrique. Prenez un peu d'exemple. Est-ce que vous savez qu'on vient d'augmenter les frais de scolarité en France pour les Africains de presque 300 € à près de 3000 €? Aujourd'hui, faire venir un enfant en France, c'est la croix et la bannière. Donc voilà quelqu'un qui aime l'Afrique, qui veut réparer l'Afrique, mais qui empêche même les étudiants africains de fréquenter en France. C'est aucun chef d'État français n'a fait ce que Macron a fait. Aujourd'hui, je ne sais pas si pourquoi est-ce que les étudiants africains iraient encore en France, ils mieux d'aller en Allemagne ou au Canada ou autre. Parce que les frais scolaires sont devenus. Et pourquoi? Parce que lui dit que les étudiants utilisent ça pour séjourner en France. Donc, c'est une pratique d'extrême droite avec un discours mielleux pour les Africains. Vous comprenez? S'il veut vraiment encourager l'Afrique, machin, tout ça, je vous dis qu'aujourd'hui, faire des études en France pour les jeunes Africains, enfin, il n'y a que la bourgeoisie africaine pour envoyer les enfants aujourd'hui. C'est une loi qui est passée au Parlement français. Donc qu'on me dise qu'il a consacré. Moi, je trouve aussi que nous, on a une tendance en Afrique d'attendre comme le Père Noël qui vient de la France, dès qu'il respire un peu, on bondit dessus. Et son discours s'adresse aux Français. C'est un discours pour les Français. C'est pas un discours pour moi, Camerounais. Mais professeur Albert Dikoumé, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si les autres, parce qu'il n'y a pas que les Africains qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale aux côtés de la France, même s'il est vrai que les Africains ont apporté une contribution notable dans ce débarquement de province qui a ouvert la voie à la libération de Paris et donné naissance à la France libre. Il y a eu d'autres alliés, les États-Unis notamment. Est-ce qu'ils seraient eux aussi en droit d'exiger que les héros américains soient valorisés? Mais les héros américains sont valorisés, sont célébrés en France. Il y a des cimetières pour eux, il y a des monuments pour eux, il y a des rues pour eux. Oui, c'est célébré. Si vous allez à Cambrai, vous avez des cimetières de la Première Guerre mondiale des Anglais, des cimetières de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des cimetières pour les Néo-Zélandais, et ainsi de suite. On peut donc comprendre le ressentiment. Oui, mais où est le cimetière pour les soldats africains? Mais c'est une question. Ça veut dire que... Ils sont dans l'anonymat complet. Alors, Prince Koumadoubé III, sur cette question justement, après avoir épilogué sur cette sortie d'Emmanuel Macron qui en réalité n'était qu'un prétexte, venons-en au cœur du débat. Les Africains eux-mêmes, lorsqu'on écoute ce que vous avez développé sur ce plateau depuis le début de l'émission, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a comme une sorte de rejet, une sorte de négationnisme. Mais la question qu'on devrait se poser maintenant, c'est, et les Africains alors, eux-mêmes, que font-ils de leurs héros? Est-ce que ce n'est pas d'abord eux le problème? Vous savez, ça c'est une question bien sûr qui me préoccupe depuis. Là d'attendre, je fais ce que je peux faire à mon tout petit niveau. Tous les 28 août, nous célébrons les héros camerounais. Et vous savez, quand vous allez au mausolée de Locke-Prizobert, vous avez un grand tableau où vous voyez ceux qui se sont battus, qui ont dit non sur l'ensemble du territoire camerounais. Parce qu'on ne peut pas attendre l'État éternellement. Il va se réveiller un jour, c'est bien. Mais moi, je pense que les citoyens doivent aussi prendre leurs responsabilités à leur niveau, chacun à son petit niveau. Et c'est pour ça que nous avons tenu que mardi prochain, mercredi prochain, on va célébrer Locke-Prizobert avec Evina Minkoy, un boulot. Parce que jusqu'à présent, les célébrations, parfois, c'était comme si c'était une chose familiale. Et nous, on veut justement dire que non. Il faut célébrer le Camerounais qui a dit non. Par exemple, Evina Minkoy, par exemple, ça c'est quelqu'un qui a réussi à unifier les Boulous en 1890. Sinon, il n'aurait jamais pu lever une armée de 14 000 personnes contre les Allemands. Et nous allons le célébrer à Bonabéry, mardi et mercredi, en voyant qu'est-ce qu'il a fait. Bon, mais maintenant, de toute façon, ça c'est un petit niveau. Mais c'est l'État. Ça c'est la responsabilité de l'État. Et c'est pour ça que je reviens à l'école.
Est-ce qu'on apprend tout ça à l'école? Notre école est une école de mémoire effacée. Excusez-moi, je suis professeur d'université, ce sont les collègues qui sont ici. Qu'est-ce que vraiment nous apprenons? Ne prenez pas maintenant le département d'histoire, parce que l'histoire d'un peuple, ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi bien celui qui fait physique, chimie, mathématiques. Ils apprennent quoi sur eux-mêmes? Rien. Donc, excusez-moi d'être peut-être, on va dire que je suis peut-être violent au niveau verbal, mais c'est la catastrophe. Quelqu'un qui fait physique, quelqu'un qui fait chimie, mathématiques, on lui apprend l'héritage scientifique en mathématiques des Africains. On dit souvent que ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire que nous vivons avec une mémoire effacée. Tant que vous vivez comme ça, même si vous êtes ministre, vous allez faire quoi? Parce que vous avez une mémoire effacée. Vous êtes ministre, mais vous allez agir sur la base de quoi? Donc c'est quand Macron fait quelque chose que vous allez bondir. Peut-être. Et encore, vous n'allez pas, parce que vous avez... Il faut que je fasse attention pour que mon poste, je ne le perde pas. Alors, c'est quoi le problème exactement, professeur Albert Dicomé? Discuter le fait qu'on ait du mal à nous approprier notre propre histoire. En écoutant le prince Kouma-Doubé tout à l'heure, on a le sentiment qu'il y a des obstacles, qu'il y a des choses qui ne permettent pas, effectivement, que cela puisse avoir lieu. Pour s'approprier notre histoire, il faut d'abord l'enseigner. L'enseigner à tous les niveaux. On essaye de le faire, c'est vrai. De plus en plus dans les programmes, on introduit les grandes figures du Cameroun, les résistances camerounaises, mais il faut dire également que cela reste surtout enseigné au niveau de l'université. Bien que dans le secondaire, on fasse un peu, de plus en plus un peu de place à cette histoire du Cameroun. Mais lorsqu'il faut célébrer les héros, ceux que nous considérons comme les héros, qui déclare que X ou Y est un héros? Voilà. Les peuples peuvent considérer que X ou Y, que Locke Priso, par exemple, c'est un héros. Mais il faut que l'État, parce qu'au Cameroun c'est ça, il faut que l'État le dise de manière solennelle. Il faut qu'un acte soit pris pour que X ou Y soit considéré comme un héros. Je vais vous donner un exemple. J'appartiens à la commission d'adressage de la ville de Douala. Bon, lorsque vous voulez par exemple consacrer une rue à un individu, vous pouvez le faire. Mais lorsque vous voulez par exemple dresser un monument, il faut que la commission écrive au délégué de gouvernement, que le délégué de gouvernement écrive au préfet, et que le préfet écrive à l'administration territoriale, etc., etc., et qu'une réponse positive soit donnée. Lorsque c'est au niveau des héros, c'est-à-dire que vous pouvez consacrer une rue à un individu, cette commission peut consacrer une rue à un individu, mais elle a des limites aussi. Mais il faut que les Africains soient moins amnésiques. Il faut qu'ils se prennent en main. Il y a des pans entiers de notre histoire qui sont méconnus. Il faut que cette histoire, on la connaisse mieux. Le problème, c'est que nous avons tendance à célébrer les autres en Afrique. Peut-être parce que nous n'avons pas de grain à moudre. Hein? Il faut donner du grain à moudre. Pour revenir sur cette commission d'adressage, pour prendre cet exemple-là, oui. Est-ce que ce n'est pas un levier important? Parce que vous parlez d'amnésie. Si c'est une commission qui fonctionne très bien et que de plus en plus dans nos rues, on a des statues qui rappellent un certain nombre de héros, est-ce que cela ne permettrait pas d'aller un peu plus vite dans le développement et la connaissance de cette histoire? Mais il faut qu'il y ait des preuves. Oui. Cette commission, n'est-ce pas, fait son travail. Elle le fait avec les moyens dont elle dispose. Bon. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de gens qui ont été déclarés
Hein? Mais la plus grande difficulté, c'est à quel niveau, professeur? Est-ce que c'est sur le tralala administratif ou bien c'est au niveau de l'identification même de ces héros-là? Il faut d'abord identifier ces héros. Vous avez le sentiment que ça n'a pas encore été vraiment fait? La preuve, hein, le prince Kouma Doumbé vient de parler d'un héros. Vous le connaissiez? Pas vraiment. Bon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont résisté à la fois aux Allemands et aux Français. Il y en a qui sont battus pour la guerre d'indépendance du Cameroun, hein, qui sont oubliés aujourd'hui, qui sont des anonymes. Il y en a qu'on connaît, tout le monde sait que X ou Y doit être considéré comme un héros. Est-ce que nous avons honte de notre histoire, de nos héros? Non, ce n'est pas un problème de honte, c'est un problème politique. Voilà. Il faut commencer par là. Dès que ceux qui ont porté le projet national ont perdu l'indépendance, voilà, on a organisé l'amnésie. Voilà. Nous sortons d'une longue période d'amnésie. Ce n'était même pas la loi. Il y avait des noms qu'on ne pouvait pas prononcer. Vous dites Omnio, vous allez en prison. Voilà. Ouandji, vous allez en prison. Voilà. Donc on a organisé l'amnésie. Dans une société amnésique, on ne peut produire que ce qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on sort d'un long trou noir, d'une longue nuit. Ça, si on ne dit pas ça, c'est qu'on ne dit pas la vérité. Est-ce que c'est le cas avec les autres? Non, ce n'est pas le cas dans tous les pays, c'est ce que j'allais dire. Si vous allez au Sénégal, ce n'est pas la même chose. Dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas la même chose. Hein? Voilà. Si vous allez au Mali, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un cas typiquement camerounais. C'est-à-dire qu'on a organisé pendant une trentaine d'années une forme d'amnésie collective, administrative, et on a contrôlé tout. La conséquence, même pour faire, il faut écrire à Yaoundé parce qu'il faut contrôler que ça ne sorte pas de la ligne des bornes fixées par le pouvoir politique. Il y a une sorte d'autocensure alors finalement. Non, avant d'arriver, donc cette forme de, prenons le temps d'Aïdjo, cette dictature d'Aïdjo a créé une forme d'autocensure. Les gens ne veulent pas dire n'importe comment. Donc aujourd'hui nous sortons d'une longue nuit. Et maintenant comment, maintenant même malgré ça, les gens ont gardé le réflexe du passé. Malgré le fait qu'aujourd'hui on peut encore parler de garder le réflexe du passé, prenons le programme scolaire. Dans la plupart des pays que je connais un peu, le programme scolaire est écrit par les universités. Aujourd'hui, vous prenez un jeune, licence, plus 2 ou 3 ans à l'école normale, il devient inspecteur. C'est lui qui écrit l'histoire, hein, ce qu'il doit dire, ce qu'il faut enseigner. Hein. La conséquence, c'est que quoi? C'est-à-dire qu'il a été formé dans une école. Et souvent, il a été formé en histoire ou géographie, hein, et il devient professeur d'histoire et de géographie, et il doit faire le programme national. Ouais. Si nous ne commençons pas par... on commence l'histoire à l'école primaire. L'histoire, comme dirait, non, c'est d'abord la conscience de la nation. Il n'y a pas de nation sans histoire. Il n'y a pas de nation sans c'est la conscience nationale qui crée le lien entre nous. Si il n'y a pas cette histoire, il n'y a pas cette conscience nationale. Ouais, les guerres qu'on a aujourd'hui là, c'est quoi? C'est les guerres d'amnésie. Du sentiment national. Oui, les guerres du Nord, c'est les guerres d'amnésie. Nous n'avons jamais valorisé. Prenons l'histoire de la réunification. Est-ce qu'on a valorisé ceux qui ont apporté ça? Un type comme Aïdjo, qui était adversaire de la ratification, c'est lui qui est le mieux père de la ratification. On a oublié tout le reste. Alors, les gens ont l'impression que c'était une chose qui tombait du ciel. Donc, si nous ne comprenons, nous ne commençons pas à recommencer par les écoles primaires, à restituer l'histoire. Maintenant, à mettre des commissions au niveau national, régional, provincial, départemental, pour réécrire notre histoire. Hein, pour valoriser notre histoire. Alors on ne peut pas s'en sortir. C'est une volonté générale qu'il faut. Il faut vraiment appeler une volonté générale pour reconstituer notre histoire, créer les conditions de créer une nation camerounaise. Prince Kouma Doumbé, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages d'histoire et c'est une question qui vous préoccupe. Que ce soit la Fondation Afrique Avenir, où vous nous invitez très souvent pour discuter ces questions-là, ou à travers les conférences que vous donnez ailleurs, partout dans le monde, on a le sentiment effectivement que ce message, vous le portez. Mais est-ce qu'il est reçu? Mais moi, j'ai écrit, il y a une phrase que j'aime écrire: l'État postcolonial a peur de ses héros et de ses libérateurs. C'est ça le fond du problème. Peur? Peur, je dis bien peur, de ses héros et de ses libérateurs. Le Cameroun est indépendant depuis quand? 1960. Dit-on. Bon. Vous avez vu une grande cérémonie sur Oumyobé, une grande cérémonie sur Ernest Ouandji. Vous avez vu ça où? Où c'est l'État qui organise officiellement. Vous avez vu ça où? Parce que la décolonisation n'a pas été achevée.
Il faut bien faire aller au fond de l'analyse. Tant que vous n'avez pas achevé la décolonisation, vous ne pouvez pas célébrer. Et à ce sujet, il y a un ouvrage que j'aime bien, parce que moi, peut-être qu'on devra faire un zoom là-dessus. 50 ans déjà. Oui. Quand ce sera enfin votre indépendance là? Oui. Est-ce que vous êtes indépendant? Vous êtes indépendant quand vous voulez faire ceci, ça, il faut vous référer à quelqu'un d'autre à l'extérieur. Voilà. Vous êtes indépendant, vous n'avez pas réussi à décoloniser. Et c'est ça le fond du problème. C'est pourquoi est-ce que Macron dit quelque chose là et puis nous on se réveille. Hein? Encore une fois, Leclerc fait quoi là à Douala? À la poste centrale. Il faut arrêter d'insulter le Camerounais. Vous comprenez, moi je dis encore, je suis entré en 1974. J'étais le seul noir au comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'était avec les généraux russes, les généraux américains, etc. On était assis là. J'étais un petit qui avait à peine 30 ans. Alors, je vois comment eux, ils célèbrent leurs héros chez eux. Et quand je viens chez moi, c'est encore leurs gens qui sont célébrés. Et je dis ici, vraiment, j'interpelle le délégué du gouvernement à Douala. Ça suffit. Il faut enlever Leclerc là où il est. Et je le dis en tant qu'autorité scientifique. Et non pas en tant qu'agitateur. Ça suffit comme ça. Sur ces questions-là, il faut décoloniser, il faut achever la décolonisation des pays africains, et notamment du Cameroun. Professeur Abedikoumé, il n'y a pas... c'est vrai qu'on a indiqué tout à l'heure, professeur Maïchuncho a indiqué tout à l'heure qu'ailleurs, ce n'est pas forcément la même chose. Mais commençons déjà par baliser, si on peut le dire ainsi. Il indique, le prince Koumadou Betroua, que la difficulté se situe au niveau de la perception politique, la manière de comprendre ça par les pouvoirs politiques. Il n'a pas de peur, ce mot qu'il a utilisé. Est-ce que vous garderez le même mot, peur? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose au-delà? Bon, il faut dire une chose, il a dit d'une certaine manière, ce ne sont pas ceux qui s'étaient battus pour l'indépendance du Cameroun qui ont pris le pouvoir. Voilà. À partir de ce moment, comment ont-ils traité ceux qui étaient leurs adversaires? Ils les ont traités de la manière la plus abjecte qui soit. Vous savez comment on nommait ces combattants de la liberté? Macky Sall. Oh, même Macky Sall, ça va même, c'était des terroristes. Lorsque je corrige des mémoires ou des thèses, il y a des étudiants qui ont tendance à utiliser cette phraséologie. Cela signifie qu'il faut encore les décoloniser, leur mentalité. Vous voyez? Donc, ces gens qui ne voulaient pas l'indépendance, qui ne voulaient pas la réunification, c'est à eux qu'on a légué le pouvoir au Cameroun. Mais ça fait 60 ans. Mais ça ne fait rien. C'est une classe qui s'est reproduite. Est-ce que depuis 60 ans, les accords secrets de la décolonisation, ces accords, on a mis un terme à ces accords? Vous avez entendu un jour que tel président ou tel autre président africain a décidé de ne plus mettre en pratique ces accords? Ces accords existent. Voilà. Et vous savez que ces accords concernent même l'éducation. L'école. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas entreprendre un certain nombre de choses sans l'accord des Français. Même en 2019, l'ombre de la France plane en permanence sur notre pays. Lorsque j'entends souvent dire que nous sommes indépendants, nous pouvons prendre des décisions, oui, mais nous pouvons les prendre jusqu'à un certain point. Lorsqu'il y a des problèmes importants pour le Cameroun, nous sommes obligés d'écouter la voix de la France. Est-ce que nous allons briser ce carcan qui nous empêche de nous mouvoir, qui nous empêche d'être un pays digne? Il faudra le faire un jour. Professeur, s'il vous plaît, je vais vous raconter une histoire. Le colloque sur la libération de la France, en 1914 à Paris.
J'ai posé cette question. Maintenant, on célèbre la libération de la France. Mais si l'Allemagne avait gagné la guerre, puisque l'Allemagne a gagné la guerre dès le début en France. Dans les 2 premières années. Dans les deux premières années. Si c'était donc la fin de la guerre que l'Allemagne avait gagné, j'ai demandé, est-ce qu'on aurait pu organiser un colloque comme ça, sur la libération de la France, et appeler ceux qui étaient donc dans les maquis, etc., pour les célébrer, parce que c'est Chirac même qui était Premier ministre, n'est-ce pas, pour les recevoir en grand cocktail. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Non, mais la question était claire. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas achevé votre colonisation, vous ne pouvez pas célébrer vos héros. Professeur Emmanuel Tchimtchoua, on se souvient, il y a quelques années, le président Hollande est en visite au Cameroun. Et à cette occasion, il fait une déclaration dans le sens, par exemple, de la déclassification des archives. Et beaucoup considèrent que c'est un déclic et que les choses vont aller un peu plus vite dans le sens d'une meilleure connaissance, d'une meilleure appropriation de l'histoire du Cameroun. J'avais, sur ce plateau, dit que pour moi c'est un faux débat. Il y a énormément d'archives en France qui sont des archives ouvertes. Il y a énormément de témoins. On n'écrit pas l'histoire seulement pas à travers les archives. Il y a énormément de témoins. Vivants. Il y a énormément de le problème de l'histoire du Cameroun, c'est que c'est une histoire, les sources sont éclatées sur 4-5 continents. Prenez seulement la ville, en France. Vous avez les archives militaires à Vincennes, les archives de la police à Fontainebleau, les archives de la gendarmerie à Melun, les archives diplomatiques à Nantes et à Courbevoie, les archives de Mathieu Outre-mer à Aix-en-Provence. Vous avez, donc, même travailler sur le plan physique, c'est énorme. Prenons Genève, n'est-ce pas? Vous avez des archives à Genève, vous avez des archives à Bâle, vous avez des archives à Londres, vous avez des archives à New York, vous avez des archives partout. Nos archives au Portugal sont éparpillées dans le monde entier. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas le problème d'ouverture. Je donne un exemple. Dernièrement, il y a moins de 6 mois, on a dit que ces archives ont été ouvertes. Et en fait, c'est quelques cartons qui ont été ouverts à Courbevoie, à Paris. Et c'est quoi? C'est juste des rapports sur que l'UPC des années 60 là. C'est pas des grandes choses, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a encore des archives qui sont frappées, secrets militaires. Il y a encore secrets, il y a encore des archives comme ça. Mais ça se fait progressivement. Non, attendez. Il y a ces archives qui sont frappés, mais on peut les contourner. L'histoire ne se réduit pas à un document, à 2 documents. Hein? La preuve, c'est que j'ai un ami qui a visité ces archives-là. C'est 2 cartons qui ont été sortis de secrets militaires. Il y a un carton qui ne vous ouvrir pas, vous connaissez déjà. Hein? Donc il y a beaucoup de... Pour dire quoi? Pour dire que le problème, on dit que le président Hollande, il n'a pas apporté le soleil. Il a fait une sortie tout à fait diplomatique. C'est vrai qu'on aimerait que tous ces archives soient déclassifiées, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui empêche d'écrire l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas ça qui empêche aux jeunes de faire de la recherche. Ce n'est pas ça qui empêche. Et ce n'est pas ça qui empêche. Mais prenons l'exemple, plus que ça. Il y a une chose qui me scandalise. On parle de français, on ne parle pas des Douala du Cameroun. Je vous donne, il y avait des archives de la régie fréquente, des archives les plus mieux classées, avec une grande salle de documentation. Aujourd'hui, ça a disparu. Il y a la gendarmerie là-bas. C'était des très bons archives, j'ai travaillé là-dedans. Aujourd'hui, ça a disparu. Les archives de la Chambre de commerce. J'ai fait un article à partir des archives. Aujourd'hui, vous ne le retrouvez plus. Donc, dans cette ville, on peut regarder les Français, mais nos archives sont en train, le patrimoine de Douala est en train de disparaître chaque jour. Il y a énormément, moi qui ai travaillé dans la ville il y a 30 ans, il y a beaucoup d'archives qui avaient des archives dans cette ville qui chaque jour disparaissent. Et souvent, il n'y a aucune politique de conservation de nos archives. Les archives sont rangées ou disparaissent? La régie fréquente, par exemple, je ne sais pas ce qui est advenu, mais il y avait une salle d'archives, il y avait une salle de lecture, il y avait une bibliothèque. C'est là où on a mis la gendarmerie là-bas à Bonanjo. Donc je ne sais pas où ça se trouve. Je suis allé là l'autre jour avec les étudiants, on ne retrouve pas. Ça a été détruit, rien. Par contre, les archives de la Chambre de commerce qui existaient là, ils ont déplacé, ils ont mis ça sous la pluie, ça a disparu. Bon, je peux dire un mot par rapport à ces archives parce que j'ai aussi travaillé avec ces archives qui étaient très bien classifiées avec une belle salle. Après, on a pris ces archives, on est allé les mettre dans une salle humide derrière ce bâtiment. Je suis allé travailler dans cet espace qui était invivable. Après, on a encore déplacé ces archives
il y a quelqu'un qui m'a dit que il y a une commission qui était chargée de la liquidation des biens de chemin de fer, que c'est à cette commission qu'il fallait s'adresser pour avoir accès à ces archives. Donc, je crois que compte tenu de l'état dans lequel ces archives se trouvaient dans cette petite salle, je crois qu'il y a une bonne partie de ces archives qui a été détruite. Mais ce n'est pas seulement le problème de Douala, c'est le problème de tout le pays. Je me rappelle, avec des étudiants, on avait procédé à la mise en place des archives du tribunal de Tchang. Je suis revenu 5 ans après, tout ça s'était retrouvé par terre. En fait, nous n'avons pas la culture des archives, parce que nous ne donnons pas d'importance à notre passé. On ne sait pas ce que c'est. Vous allez retrouver des documents d'archives au marché. Ouais. On attache les beignets, le poisson avec les documents d'archives. Alors qu'il y a des lois sur les archives. Et nous, au Cameroun, sur les archives. Sur la protection des archives. Oui. Mais c'est pas appliqué. Aux archives nationales de Yaoundé, il y a des gens qui volent des documents. Oui. Tout seul. Il y a des documents qui sont volés. Vous entrez, vous trouvez un document aujourd'hui, vous revenez. Peut-être un an après, le document a disparu. Oui, il est de moitié. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Donc vous accusez les Français, commençons par prendre conscience de ce que nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. Les Français, mais d'abord nous. Comment peut-on produire le savoir dans ces conditions? Duval, j'ai dit tout à l'heure là que moi je n'attends pas l'État. Nous avons créé une bibliothèque chez Anta Diop à la Fondation Afrique Avenir à Bolaberi, où vous trouvez les documents sur le Cameroun de 1846 jusqu'à nos jours. Ce n'est pas l'État qui fait. Et j'ai écrit, je ne sais pas combien de lettres, j'ai fait combien de fois je suis monté dans les escaliers sur des ministères là, on n'a pas donné un centime. Mais j'essaie de faire par mes propres moyens. Mais justement, c'est ça la question que j'allais vous poser. Vous avez cette Fondation Afrique Avenir avec plusieurs, j'ai failli dire succursales, sur l'étendue du continent africain. Sauf si je m'abuse, Prince Commando B3, ailleurs ça marche, ça fonctionne. À Douala, à un moment donné, on s'en souvient, vous vous inquiétez de ce qu'il fallait continuer à faire fonctionner cette structure-là. Sans le soutien de l'État, est-ce qu'il est possible de continuer à, je veux dire quoi, à mettre ça à la disposition des populations? Vous savez, est-ce que là, justement, il ne faut pas faire intervenir l'État? Oui. J'ai demandé fatigué, non? J'ai demandé fatigué. Afrique Avenir est là depuis 1985. C'est nous qui avons publié Moi les combis. La première fois, c'est nous qui avons publié Maurice Kamto pour la première fois. Les éditions Afrique Avenir là à Bounaberi. Bon, quand vous venez aujourd'hui... Jeune poète à l'époque. Oui, jeune poète à l'époque. Quand vous venez aujourd'hui, vous êtes lecteur, vous trouvez une bibliothèque, etc. Et puis, même ces vieux documents-là, j'ai cherché quelqu'un pendant 3 ans qui sait relier les vieux livres qui sont en train de disparaître à cause de l'humidité. Bon, maintenant, on a trouvé, et tous les vieux livres de l'époque coloniale allemande, on les a réhabilités. Bon, nous, on fait à notre petit niveau. Mais l'État est où? Quel est le ministre qui peut lever le doigt qui dit que, bon, on a donné peut-être 20 millions, 10 millions à Afrique Avenir? Mais je vous assure que ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est bien que vous ayez parlé du professeur Narcisse Molekombi, qui était à l'époque jeune poète et qui est devenu quand même ministre de la Culture il y a quelque temps. Nous faisons notre travail en silence depuis 1985. Mais que chaque ministre, que l'État prenne ses responsabilités. Nous, on prend nos responsabilités à notre petit niveau de citoyen. Alors, sur cette question-là, professeur Emmanuel Pinchoua, c'est vrai qu'on parle des héros. Peut-être qu'il faut, je veux dire quoi, est-ce qu'il y a une classification à opérer? Est-ce qu'il y a une hiérarchisation à opérer ou une catégorisation? Il y a eu des personnes qui sont, je veux dire, des grandes figures historiques dans les grandes batailles, depuis même le Moyen-Âge, si on reste sur le continent africain. Ensuite, il y a eu les batailles pour la colonisation.
pour la fin de la colonisation, est-ce qu'il faut opérer une sorte de catégorisation pour qu'on puisse bien distinguer, ou bien vous estimez que ça n'a pas d'intérêt? Je voudrais rebondir à la suite du prince pour dire que ce n'est pas seulement l'État. Les communautés, les communes, peuvent commencer à faire une politique culturelle qui consacre des espaces. Une ville comme Douala, qui est une ville d'histoire, ne peut pas rester une ville amnésique. On a un musée maritime là, mais il n'y a pas d'autres musées. Il n'y a pas. Où sont les archives de la ville de Douala, classées, que bon, voici les archives de la ville de Douala. Donc, on peut commencer, chacun essaie de faire son petit niveau, mais une ville aussi peut commencer à anticiper. Quand vous parlez des communes, j'imagine que vous êtes dans la logique des communes autonomes, indépendantes, qui fonctionnent avec des moyens. Mais elles ne sont pas tous autonomes, elles ont des espaces de liberté. Elle finance quand même une route, elle finance un peu, donc elle peut financer un projet culturel. Et même qu'elle peut essayer de mobiliser des entreprises un peu, n'est-ce pas? On fait avec le moyen de bord pour au moins préserver le peu qui est là, pour que ça ne disparaisse pas. Donc moi je pense que... J'imagine quand vous avez dit commune, vous voulez parler de collectivité territoriale. Là, oui, pas de... Oui, parce que si vous dites commune, vous savez qu'il y a un conflit entre les communes. Non, je pas de arrondissement, je pas de collectivité territoriale décentralisée, n'est-ce pas? Les régions ou les... Bon, mais donc, par contre, pour ta question, je pense qu'il ne faut pas anticiper l'histoire. Moi je pense que s'il y a une volonté de dire ce qui s'est passé, de créer des commissions scientifiques, ils vont trouver des nomenclatures pour décrire ces héros, pour les classifier. On ne peut pas les mettre tous en même paquet, d'une manière ou d'une autre. Mais, à mon avis, ce n'est pas le travail d'un individu. C'est un travail vraiment collectif. Un travail de regard croisé. Quand vous dites commission, ça... Oui, scientifique. Ah d'accord, okay. Oui, commission scientifique, c'est-à-dire... Dans les universités, oui, par exemple. Oui, pourquoi pas. Et avec... Parce que quand vous avez dit commission, on a pensé à cette commission. Non, je parle d'une commission scientifique, d'un regard croisé, même avec des Européens. Vous savez, il y a beaucoup d'écrits d'Européens sur Douala. Je ne rejette pas le mot assez européen. Moi, des regards croisés, on essaie de... Je vous donne un exemple. Moi, je pense que les résistants ne peuvent pas être classés dans la même catégorie que ceux qui ont porté un projet national, par exemple. C'est-à-dire un projet d'une Cameroun. Comment vous faites la différence? Même l'époque, même la chronologie crée une différence. Okay. Celui qui est de 1884, c'est pas celui de 1946. De même seulement la période. Donc, à mon avis, mais c'est un travail méticuleux à faire d'abord pour savoir ce qui s'est passé. Quel était le discours? Pour qui il était héros? Et il travaille à partir de la mémoire collective. Qu'est-ce que la mémoire retient d'eux? À partir de ça, mettons, on peut établir. C'est-à-dire que, quand on dit chronologiquement, on peut voir par exemple les héros dans la résistance à la pénétration allemande, les héros à la résistance à l'administration allemande, peut-être, ainsi de suite. Même les héros dans les luttes d'indépendance, par exemple. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut porter, tous ceux qui portent un projet alternatif contre la domination coloniale, d'une manière ou d'une autre, pour moi, sont des héros. D'une manière qui porte un projet contre la domination, c'est-à-dire, même si c'est un projet local, le fait de dire nous sommes ceux qui ont eu, comme disent les Français, le courage de dire non. Prince Commando Betwa, puisque nous avons également, nous sommes une télévision qui est regardée au-delà du Cameroun, dans d'autres pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région Afrique centrale ou dans l'espace francophone de façon globale. Est-ce que vous avez le sentiment que dans d'autres pays, ces héros-là sont valorisés, sont célébrés? Est-ce que vous avez, je veux dire quoi, quelles sont les marques qui permettent de voir qu'au moins là-bas, ils sont différents, ils sont nettement meilleurs? Ou bien vous estimez que pour la plupart, ils sont pratiquement au même niveau que nous? C'est que moi, je ne me pose plus la question à ce niveau-là. Je pense que les frontières coloniales, on doit dépasser ça quand on parle de nos héros. Parce que le Cameroun, c'est quoi? Le Cameroun existe depuis 1884. Ça, c'est quoi ça? Nous sommes là depuis des millénaires. Donc, il ne faut pas se concentrer sur la définition coloniale de nos pays pour parler de nos héros. Je vais vous donner un exemple très simple. Le général Abraham Hannibal, un général russe, dans les années 1740. Général russe. Vous savez d'où il vient? Du Logon Birni. Cameroun ici, Nord Cameroun.
Et c'est lui qui a le petit-fils qu'on appelle Pouchkine, qui est le père de la littérature russe. Alors, moi, en tant que Camerounais, je me demande, ceux-là, est-ce que nous ne devons pas aussi les reconnaître? Le sultan de Logon-Birné a été invité en Russie, parce qu'il y avait d'abord des débats scientifiques, jusqu'à ce qu'on se dise, mais comment? Ça, c'est un Camerounais. Mais qui est devenu général d'armée en Russie, dans les années 1740. Donc, est-ce que votre histoire ne commence pas avec 1884, parce que le colon est venu? C'est comme ça qu'il faut voir ça. Moi, je pense. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez le Mali, vous avez par exemple le grand savant Ahmed Baba, soudani, de l'université Sankoré de Timbuktu. Est-ce que, quand les Européens n'avaient pas encore une université, on avait déjà une université à Timbuktu, pourquoi ne pas donner, c'est-à-dire célébrer Ahmed Baba soudani ici? Le Mali en tant que tel, le Cameroun en tant que tel n'existait pas. Mais voilà les Africains qui ont fait de grandes choses. Mais vous allez plus loin. Prenez Abou Bakari II, le roi du Mali qui a refusé le trône et qui est parti découvrir l'Amérique. Et quand les Christophe Colomb viennent 182 ans après, ils découvrent, c'est-à-dire que ces gens-là sont là. Abou Bakari II ne mérite pas d'être célébré, parce que vous dites que non, il faut d'abord qu'on voit les frontières coloniales du 19e siècle. Mais aller plus loin encore. Qui a inventé le réfrigérateur, le frigo? C'est un noir, non? J'ai apporté une liste ici, qui est dans ce livre-là. La lampe électrique, Nichols, un noir. Pourquoi vous ne le célébrez pas? Le réfrigérateur, le frigo. L'ascenseur qu'on prend tous les jours. Alexander Miles. Le feu de signalisation qu'on appelle le feu rouge. Tout ça, ce sont des Noirs qui ont inventé ça. Donc vous allez dire que vous n'allez pas les célébrer. Le téléphone portable. Le téléphone portable. Et vous attendez seulement les frontières de 1884 pour dire que non, c'est celui-là qu'on va célébrer. C'est que l'Africain doit se décoloniser même au niveau mental. Et c'est comme ça que nous allons y arriver. Cheikh Anta Diop, Cheikh Modibo Diarra, de la NASA, Dr Simou. Mais pourquoi vous ne les célébrez pas? Donc, il ne faut... je veux par là dire que la célébration, ce n'est pas seulement ceux qui ont fait la guerre. C'est-à-dire que les héros, ce n'est pas seulement ceux qui ont fait la guerre. Vous avez les grands intellectuels, vous avez les grands savants, vous avez les grands... au niveau de la création. Moi, je n'ai pas encore vu une grande cérémonie célébrant Francis Bébé. Francis Bébé, je n'ai pas encore vu. Ou Eboalotin que tout le monde aimait. Vous avez célébré ce camp. Donc, moi, je pense que... Et il faut aller au-delà maintenant des personnes. Parce que nous sommes des Africains. Et l'Africain crée de manière collective. On va dire l'art Bamoun. On ne va pas dire l'art de tel, c'est-à-dire la sculpture de tel ou tel Bamoun. On va dire ça, c'est l'art Bamoun. Alors pourquoi vous ne pouvez pas célébrer l'art Bamoun, par exemple? Donc, il faut décoloniser même la façon de définir les choses. Le héros peut être tout un peuple. Parce que nous, on est collectif, c'est-à-dire que souvent, ce n'est pas l'individu. Prenez même nos philosophies, nos contes, etc. Vous allez dire que c'est tel ou tel auteur. Vous n'allez pas dire ça. Donc, moi, je crois qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin. Mais pour qu'on puisse y faire, il faut que ceux qui sont aux commandes de l'État se décolonisent d'abord mentalement. Professeur Javier Dikoumé, est-ce qu'il y a des pays africains, de votre point de vue, qui ont déjà franchi le cap et qui peuvent servir de référence, d'exemple pour nous autres Camerounais et peut-être les autres sous-régions, les autres pays de la sous-région Afrique centrale? Bon, disons qu'il y a d'abord ceux qui ont mené une guerre de décolonisation et qui l'ont gagnée. C'est-à-dire qu'il y a certains pays lusophones, l'Angola, le Mozambique, etc., etc. Il y a également un certain nombre de pays qui parlent anglais, dont la langue officielle est l'anglais, le Ghana, et qui ont eu la chance d'avoir à leur tête des gens comme Kwame Nkrumah. N'oublions pas ce qu'il avait dit, Africa must unite. Donc qui avait une véritable conscience de ce que l'Afrique doit être.
Il y a des gens comme Julius Nyerere, etc., etc. Ceux-là sont en avance. Mais il y a aussi un certain nombre de pays francophones, comme le Sénégal. Le Sénégal a fait un grand effort, même si on peut lui reprocher un certain nombre de choses, notamment par rapport à ces tirailleurs sénégalais de Thiaroye, dont la mémoire mérite d'être mieux célébrée. Certes, Sembène Ousmane a fait un film poignant, un très beau film sur cette tragédie de Thiaroye, mais certains pensent que l'État sénégalais n'est pas suffisamment allé loin. Parce qu'il existe ce qu'on appelle la France-Afrique. La France-Afrique empêche que l'État sénégalais, n'est-ce pas, revendique aujourd'hui un traitement différent pour ces gens. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont blessés. Il faut que les Français payent pour ceux qui sont morts et pour ceux qui ont été jugés. Parce qu'il y en a qui ont été jugés. Il faut que leurs familles reçoivent, n'est-ce pas, un dédommagement. L'État sénégalais est incapable d'entreprendre ce projet. Donc, on peut dire ce qu'on veut de Sékou Touré, mais on peut lui reconnaître également d'avoir donné à son peuple une conscience nationale, une conscience collective, qui a fait que on a mis en exergue en Guinée le passé du peuple guinéen. Et africain. Et africain. Et n'oublions pas que la Guinée a reçu beaucoup d'Africains, a aidé certains pays africains à lutter pour leur indépendance. Cette conscience nationale, quand je parle de national, c'est national au niveau africain, est demeurée malgré un certain nombre de péripéties. Donc, il y en a qui sont plus en avance que d'autres. Mais dans les pays où on a remis le pouvoir aux collaborateurs des anciens maîtres, les gens sont pusillanimes. Ils ont peur de défier, parce que pour eux, poser un certain nombre d'actes, c'est défier leur maître. Métropole. Donc ils n'osent pas. Et ils n'osent pas jusqu'aujourd'hui. Je crois qu'il faut un véritable ajournement. Achever la décolonisation. Comme le dit le professeur. Alors, professeur Emmanuel, sur si on considère que le problème pourrait davantage se situer au niveau de la période des indépendances, on pourrait peut-être au moins remonter un peu plus en arrière et essayer de découvrir ceux qui ont par exemple lutté contre la pénétration allemande ou qui ont lutté contre l'administration allemande. Ce n'est pas votre avis? Non, je voulais d'abord compléter un peu. Il y a un pays qui m'a fasciné un peu, le Bénin. Oui. Je crois qu'il faut, lui rendre hommage à ce pays. Vous avez à Ouida, vous avez tous des sites formidables, n'est-ce pas? La route des esclaves, la porte de l'Oubli. Vous avez à Porto Novo plus de 5 musées privés, n'est-ce pas, dans la petite ville de Porto Novo. Donc c'est un petit pays, mais pauvre, mais leur histoire, ils essaient de réactiver leur histoire. Ils demandent de vendre leur histoire. Mais c'est pourtant un pays francophone. Oui, mais parce qu'à un moment donné, il a commencé par Mathieu Caricou, qui avait amené ce machin un peu socialiste, puis il y a eu cette histoire de conférence nationale souveraine. Donc c'est un peuple qui est arrivé à créer une espace politique qui soit de plus en plus... Mais pour ça, vous comprenez pourquoi je pose la question. C'est-à-dire qu'au-delà des accords secrets qu'a évoqué tout à l'heure le professeur Albert Dikoumé, cela veut dire qu'il est possible pour les chefs d'État... Oui, mais M. Kirikou a subi des coups d'État parce qu'il a un moment donné il a dit non.
Vous vous souvenez, Kwerekou Premier, socialiste et machin, il a dit non, francophone, mais ce n'était pas la même lignée, ce n'était pas la même trajectoire historique. Okay. Mais bon, donc je voulais juste dire ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce pays qui, à mon avis... Et maintenant, pour revenir à la question, je vous pose, est-ce qu'il n'y a pas une partie de l'histoire du Cameroun qui est considérée comme il n'y a pas l'amnésie pour une période. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais dire qu'on a organisé l'amnésie. Oui. Parce que ne pouvant pas fonder leur action sur une légitimité historique, ils ont fabriqué l'amnésie. Et l'amnésie concerne toutes les périodes. Je vous donne des exemples. Regardez quelqu'un comme Douala Magabel. On a donné le nom à l'école à l'Émi à Kang, longtemps après. Et c'était écrit dans les cours d'histoire. Donc, on ne peut pas fabriquer l'amnésie pour une période. Quand on fabrique l'amnésie, sans le vouloir, ça touche les autres périodes. Ça touche même la capacité de création d'histoire chez nous. C'est-à-dire la capacité d'un peuple d'inventer, de créer, d'innover. Vous ne pouvez pas faire un musée. Parce qu'on a eu le sentiment que le problème se situe au niveau de la période avant l'indépendance. Oui, mais avec tout ce qu'il y a eu comme... mais cela a eu des répercussions sur les autres périodes. Sur les autres périodes. Qu'est-ce qui se passe? Même si tu prends le discours national de Oum, le discours national, ce n'est pas seulement... il a fondé son discours sur quoi? Sur le passé lointain du Cameroun. Il a essayé de le remonter plus loin pour trouver dans le passé des armes qui permettent de dire aux autres de partir. Donc, si vous ne pouvez pas dire on va prendre cette période-là, parce que du moment où vous prenez cette période, vous ferez la référence à celui qui a commencé à dénier cela. Donc, à mon avis, il faut continuer un travail de guérison profond de notre conscience historique et une guérison profonde de notre amnésie. Et c'est une action d'abord des groupuscules, parce que l'État aussi peut le forcer, des universitaires qui croient au Cameroun, des sociétés, des individus qui croient à ce projet culturel, maintenant des universitaires, de l'État, pour donner à notre peuple la capacité de penser aujourd'hui à partir du passé. On ne peut pas penser aujourd'hui sans le passé. On ne peut pas penser demain sans le passé. Nous serons toujours des gens ballottés en tout vent de doctrine autre. Si nous n'avons pas la racine historique qui permet de bâtir une nation, on ne fabrique pas une nation comme ça. C'est pas... Alors, on est en train de sortir l'émission, Prince Kouma Ndombé III, peut-être quelques suggestions, peut-être un mot de fin sur les mécanismes qui devront permettre à nos États de mieux valoriser, de mieux célébrer nos héros. C'est pour ça que moi je fais par l'exemple. J'invite mardi prochain à 9h à la Fondation Afrique Avenir que les gens viennent voir comment on célèbre nos héros. C'est-à-dire au niveau de la colonisation, au début de la colonisation. Et le 28, comment les rois viennent. Il y a les rois et Kang qui vont venir ici à Boulabéry aussi pour célébrer. Parce que quand ils parlent de guérison, mais la guérison c'est quoi? C'est ça, ce processus-là, multiplier ces exemples. Bon, et que l'État, un jour, mais il ne faut plus qu'il tarde trop, parce qu'on a déjà... Vous avez invité le pouvoir public? Mais, bien sûr, j'ai invité les ministres, j'ai invité le gouverneur, les préfets, tout ça, bien sûr. Les lettres sont partis à Yaoundé pour les inviter. Est-ce qu'ils viennent souvent quand... Est-ce qu'ils sont intéressés? Non, ils viennent de temps en temps. Ils viennent de temps en temps. Le gouverneur de Douala est déjà venu 3 fois. Donc ça, il faut dire ça à son honneur. Donc non, nous les invitons parce que c'est là qu'eux-mêmes, ils prennent conscience. Parce qu'à l'école, on n'a pas pu leur donner ça. Et si j'ai dit tout à l'heure que les juges doivent retourner à l'école, il ne faut pas mal prendre ça. Ce n'est pas seulement les juges. C'est-à-dire que c'est le Camerounais qui doit retourner à l'école. Parce qu'on lui a refusé son histoire, c'est-à-dire la base de sa mémoire collective. Et donc, même quand vous êtes juge, vous n'allez pas pouvoir juger à partir de tout ça. Parce que ça n'existe pas. Vous comprenez? Et vous êtes économiste. Mais si vous n'avez pas cette mémoire collective, même au niveau de l'économie, vous allez faire comment? Nous devons, c'est-à-dire ce processus de guérison. Et ça, c'est une affaire qui dépasse le Cameroun. Je crois qu'on doit voir avec les autres pays africains comment nous pouvons faire. Ce n'est pas une question au niveau de la nation coloniale tracée par la colonie. C'est-à-dire que l'Afrique doit relever le défi. Autrement dit, ça peut être un levier même pour ces États-Unis d'Afrique que les uns les autres appellent de tout leur... Mais bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses qui... Mais bien sûr, tous ces héros-là, vous les trouvez partout en Afrique.
Et c'est pour ça que quand votre enfant va à l'école, il faut qu'il trouve le nom d'une rue. Par exemple, Ahmed Baba Soudani, et qu'on lui explique ce que c'est. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est faisable. Mais il faut décoloniser, achever la décolonisation. Professeur Albert Dikoumé. Oui, j'ai souvent l'habitude de dire, de répéter ce mot de Cheikh Anta Diop, qui disait, à moins d'opter pour l'inconscience ou l'aliénation, nul ne peut vivre sans mémoire ou avec la mémoire d'autrui. Voilà. Le problème des Africains, c'est qu'ils vivent intensément avec la mémoire d'autrui. Ils adoptent très facilement le passé des autres et ils en feront leur. C'est ainsi que nous avons même des Hébreux camerounais, des gens qui se considèrent comme des Hébreux, qui vont chercher leurs origines chez les Hébreux. Donc, c'est étonnant, alors que tout le monde sait que les Africains sont originaires d'une région, que cette région a donné naissance à l'Égypte. La référence, ce n'est pas l'Égypte, la référence, c'est Israël, la référence, c'est parfois même la Mésopotamie. Vous voyez, c'est ça l'aliénation. Le problème de l'Afrique, c'est l'aliénation et il faut sortir de cette aliénation. Il faut prendre notre destin en main. Il faut que nous soyons nous-mêmes. Hein? C'est en étant nous-mêmes, en étant sûrs de nous, fiers de nous, que nous pouvons aller à la rencontre des autres. Et nous en sommes capables. Et oui, et absolument. Professeur Marie-Cuntura, il faut donc oser. Oui, je vais juste dire que il faut quand même citer ce qui est bien aussi. Il y a dans cette ville quelques petites initiatives. Afrique Avenir, Douala de Marine Bell. Il y a quelques petites qui sont encore embryonnaires, mais il y a quelques initiatives. J'espère qu'un jour, ça va se multiplier à l'infini. Pour que ce n'est que par ce travail de mémoire, ce travail de restitution, ce travail de collecte de restitution, qu'on peut commencer le processus de guérison. Alors, c'est une invitation pour ceux qui ont le pouvoir dans la ville, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, pourquoi pas les autorités politiques, de penser qu'on ne peut pas bâtir une ville comme Douala sur l'amnésie. Ce ne sont pas seulement les industries qui font la ville, ce n'est pas seulement le port qui fait la ville, c'est aussi un espace de vie. Les industries culturelles. Oui, et ce n'est pas. Les industries culturelles ne sont pas seulement. Ça donne l'argent. Je peux dire des choses comme on se dit. Si les gens ont besoin de visiter une ville, de visiter des bibliothèques dans la ville, des bibliothèques, des musées, ça peut ramener les touristes au Douala. Il y a des espaces là qui on passe de l'inconnu, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, alors qu'il y a toute longue histoire de la ville derrière. Donc, à mon avis, même si on veut développer la ville, ce n'est pas seulement pour le passé, c'est aussi pour avoir de l'argent, des revenus à Douala. Oui. L'industrie culturelle est la deuxième industrie dans le monde aujourd'hui. Ça donne de l'argent. Donc, il faut penser à ça. Nous guérir et développer notre pays, donner de l'argent à notre vie, donner l'avenir à nos citoyens, donner même de l'emploi. Ça donne de l'emploi. Donc, c'est un projet du passé, un projet d'emploi pour voilà ce que je voulais dire. Oui, mais pour qu'il y ait ce projet, pour que ce projet prenne corps, il faut arrêter de détruire. Voilà. Parce qu'on détruit à tout va. À tout va. Qu'on le veuille ou non, même le passé colonial, c'est un passé de notre Afrique. Oui. C'est le passé de notre Cameroun. Alors, se mettre à détruire de manière inconsidérée tout ce qui est de la période coloniale ne nous honore non plus. Cela ne signifie pas que nous devons accepter que toutes les rues de Douala portent des noms de Français que même les Français aujourd'hui ne connaissent plus. Je voulais seulement dire un dernier mot. Les autres sont forts, pourquoi? Les Chinois, les Européens, ils sont forts, pourquoi? Parce qu'ils sont assis sur leur socle. C'est sur leur culture. Vous allez en Allemagne, vous allez en France, vous voyez que c'est différent. Chacun est assis sur sa culture. Et c'est de là qu'il puisse toute sa puissance.
que ce soit la puissance économique, militaire. Ici, on n'a pas encore compris ça. Quand tu n'es pas assis sur ta culture, mais tu es perdu et tu ne peux pas être fort. Tu ne peux pas. Les Chinois sont forts, pourquoi? Ils sont assis vraiment sur leur culture. Et c'est de là qu'ils sont capables de bondir. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Peut-être conseiller aux téléspectateurs quelques ouvrages. Il y a ces ouvrages du prince Koumandoumbé III, le trésor des manuscrits de Timbuktu. Tombouctou, voilà. Merci infiniment. Sans oublier cet autre ouvrage, Hitler voulait l'Afrique, les plans secrets pour une Afrique fasciste, 1933-1945. Ou encore cet ouvrage que j'aime bien, moi particulièrement, 50 ans déjà, quand ce sera enfin votre indépendance là. Et toujours dans le même sillage, il y a cet ouvrage très intéressant du professeur Samé Bongo. Sur l'hommage au patriotisme du 1814-1914, un ouvrage très intéressant en rapport avec la question que nous avons traitée sur ce plateau ce mercredi. Merci infiniment. Nous avons également, le professeur Tumtu et moi, dirigé la publication de 2 ouvrages la ville de Douala. Sur la ville de Douala. Ah oui, ça c'est vrai. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous, professeur Emmanuel Tumtu, d'être venu sur ce plateau merci d'être toujours disponible lorsque nous vous sollicitons. Merci. C'est toujours un plaisir pour nous de venir à faire avancer la guérison de l'amnésie. Merci, Prince Koumandoumbé III, d'être là. Et, merci beaucoup. On prend rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, l'invitation, c'est libre. L'entrée est libre à toute la population. Libre et gratuite. Mardi et mercredi, à partir de 9h. Voilà, et puis on parlera, vous l'avez dit, du chef Evina Minko du village d'Azem, Paris Boulevard, dans la région du Sud Cameroun, qui est le héros qui est célébré cette année. Merci professeur Albert Dikoumé, d'être venu sur le plateau 237 débat. Merci. Et bon vent pour votre Institut supérieur des professeurs réunis. Je veux dire Institut supérieur professeurs réunis pour cette nouvelle année académique qui démarre dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. La rediffusion, c'est le jeudi à 13h30. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce jeudi